C'est un tournant ce soir. Pour la première fois, Russes et Ukrainiens sont là, ensemble, même lieu, même moment. Pas de face-à-face, mais une présence symbolique et au centre de toutes les attentions. L'Arabie Saoudite, nouveau terrain de jeu diplomatique. Pierre Servant, bonsoir. Bonsoir Margot. Je suis ravie de vous recevoir. Qui mieux que vous pour décrypter ces enjeux d'un monde qui bascule jeudi au centre de toutes les attentions, car nous voyons sur la scène internationale de nouveaux acteurs qui tirent leur épingle du jeu de cette situation entre la Russie et l'Ukraine, des pays qui pourtant ne partagent pas nos valeurs occidentales. C'est le cas de l'Arabie Saoudite, mais aussi de la Turquie qui continue ce soir son virage autoritaire. On va regarder ces images ensemble puisqu'elles sont impressionnantes. Des images dans la rue à Istanbul, ces images de violente répression également. Comment expliquez-vous que ces pays soient devenus des faiseurs de paix? Oui, alors effectivement, ça paraît paradoxal, surtout pour la Turquie qui est en train véritablement de se poutiniser. Le président Erdogan se poutinise dans le sens où il glisse de plus en plus vers une démocrature, un peu de démocratie, beaucoup de dictature, puisqu'il vient de mettre en prison celui qui pourrait être, espérons qu'il puisse sortir de prison, son principal concurrent dans la présidentielle de 2028. Et en fait, ce qui est marquant dans ces différents pays, mais on pense aussi à la Russie, à la Chine, à l'Amérique de Donald Trump, c'est véritablement une espèce de revanche sur le passé, de recherche d'un âge d'or perdu, et donc la volonté de restauration d'un idéal perdu. Des empires, comme des on empires. dit. Pour la Turquie, c'est vraiment la restauration ottomane, de l'ancienne puissance ottomane, qui a été disloquée à la fin de la Première Guerre mondiale. Pour la Russie, on voit très bien que c'est peut-être d'ailleurs plus la Russie tsariste que la Russie soviétique. Et pour Trump, c'est vraiment refaire l'Amérique idéale d'antan, plus grande que les autres. Et donc, effectivement, tout ça, ça détruit ce qu'on appelle le multilatéralisme. En fait, ça détruit de la civilisation. La civilisation, historiquement, c'est quand les hommes, au lieu de s'envoyer des cailloux à la figure, ont commencé à négocier des accords, des traités, il y a des millénaires. Par exemple, la guerre pour l'eau entre les agriculteurs et les éleveurs. Je me souviens en Syrie être allé sur un champ de fouilles où il y avait des tablettes cunéiformes, avec l'écriture cunéiforme, c'est 3000 ans avant Jésus-Christ. C'était des contrats d'eau qui résolvaient un problème, une tension entre des agriculteurs et des éleveurs, alors que dans les siècles passés, ils s'entretuaient. Donc la civilisation, c'est négocier, c'est discuter, c'est chercher des accords par-dessus les difficultés. Aujourd'hui, vous avez un certain nombre de pays, et la Turquie s'inscrit dans ce fil-là, et ce qui est embêtant, c'est que c'est un pays de l'OTAN, c'est le principe de la force, de la domination, et dans ce pays, comme dans d'autres, en Israël par exemple, du côté de Netanyahou, chez Poutine, bien évidemment depuis très longtemps, chez Trump aux États-Unis, c'est la volonté de dominer le pouvoir judiciaire, c'est-à-dire de briser la séparation des pouvoirs et d'empêcher que le juge puisse juger de la légalité, de la constitutionnalité de la vie politique. Et en Turquie, ça fait bien longtemps, malheureusement, que les juges sont sous tutelle. Des manifestations également, comme vous le dites ce soir, devant la Knesset, ce soir à Jérusalem. L'homme au centre de toutes les attentions en Arabie Saoudite, c'est bien et bien Steve Witkoff, Pierre Servant, le négociateur en chef côté américain. Écoutez. J'ai la sensation que Vladimir Poutine veut la paix. Le président Trump a eu 2 coups de fil très productifs cette semaine. Un avec le président Zelensky et l'autre avec le président Poutine. J'y étais et j'ai écouté les 2 parties lors de ces conversations. L'objectif était clair, trouver une paix durable. Pierre Servant, est-ce que les Américains sont en train de se faire rouler dans la farine par les Russes ? Oui. Vous avez interviewé John Bolton il y a quelques jours, vendredi, c'était une interview passionnante. Merci, Pierre Servant. Non, mais vraiment, j'ai trouvé que c'était très riche. Et ce personnage est intéressant puisqu'il a été très proche de Donald Trump dans le premier mandat, un de ses conseillers à la sécurité nationale. Et c'est un personnage qui est très libre intellectuellement, qui était perçu comme un conservateur assez dur, un républicain assez dur. Gérard Haro, d'ailleurs, vous disait sur le plateau, quand je discutais avec lui, très souvent, il considérait qu'il n'y avait pas de problème qui ne puisse pas se résoudre par une bonne volée d'obus ou de frappes aériennes. C'était même son homologue sur la prolifération, me disait-il hier. Voilà, donc c'est pas vraiment à entendre. Et il a très clairement dit, Donald Trump est l'idiot utile de Poutine. Ce qui me frappe beaucoup dans les différents discours, celui de Steve Witkoff ou d'autres, c'est qu'on a l'impression d'assister à, si vous voulez, Bibi Fricotin au pays des soviets.
C'est-à-dire, j'ai la sensation qu'il veut la paix. Mais la diplomatie, c'est pas ça. C'est l'analyse des rapports de force, de la volonté, des faits sur le terrain. Et Witkoff a donné aussi une interview chez Tucker Carlson, qui est un propagandiste à la fois pro-Trump et pro-Poutine, où il a dit, mais ce sont des amis. Vladimir Poutine m'a dit qu'il avait prié pour Donald Trump quand il y a eu cette tentative d'assassinat le 13 juillet de l'année dernière. Il a fait faire un tableau par une très bonne signature qu'il a envoyée à Donald Trump. Mais on est effondré, si vous voulez, sur ce niveau d'approche des sujets, alors qu'il y a des réalités guerrières, militaires, géopolitiques, géostratégiques, et que les Russes en face continuent à avoir un discours, comme dirais-je, extrêmement clair sur le thème. De toute façon, l'Ukraine, on en fera la conquête, il n'y a pas de limite à la Russie. Et en face de ça, vous avez des négociateurs américains qui sont des enfants en culotte courte. C'est souvent très réducteur de dire les Américains ne savent pas placer l'Ukraine sur une carte en Europe. Mais est-ce que vous pensez qu'ici, il y a un véritable manque de connaissance du monde géopolitique au sein de l'administration Trump, en tous les cas? Oui, d'ailleurs, dans l'interview à laquelle je faisais référence, donc de l'envoyé spécial pour l'Ukraine, enfin le super envoyé spécial, qui a un peu coiffé le général qui était chargé de cela. À un moment, il est interrogé un peu benoîtement par Tucker Carlson qui lui dit « Alors, mais les Russes occupent, enfin, ont annexé ou rattaché à la Fédération de Russie quelle province ?» Il était incapable de les citer. Donc, en fait, si vous voulez, il y a une forme trumpienne de négociation au feeling. Rappelez-vous les rencontres entre Donald Trump, président au premier mandat, avec Kim Jong-un, donc le grand leader démocratique de la Corée du Nord. Et qu'est-ce que disait Trump? Il dit, mais ce gars-là, je le sens bien, on peut faire affaire. Enfin, il y avait une espèce de romance, on disait ça entre les deux personnages. Ça n'a accouché sur rien. Donc le problème, c'est ça, c'est une espèce de caractère, comment dirais-je, un petit peu épidermique, d'approche épidermique des sujets, avec une chose qui est très claire pour Trump, et Poutine l'a parfaitement compris, avant toute chose, surtout, ses conseillers disent à Poutine, vous passez 10 minutes à lui passer la main dans le dos, en lui disant qu'on lui a volé son élection de 2021. Si ça n'avait pas été le cas, jamais la guerre ne serait apparue. Et Trump avale tout ça, et ça débouche sur les commentaires dont on vient d'entendre un extrait sur le thème « Ah oui, il veut la paix, je le sens bien, etc. » C'est hallucinant. Surtout que les Russes, Pierre Servan, continuent d'imposer leurs conditions. Écoutez. Nous avons une question prioritaire sur laquelle nous désirons travailler. Ce sera dur de régler tout ce qui est à l'ordre du jour, mais on a bien l'intention de trouver au moins une réponse. C'est quoi la question prioritaire dont il parle ? La question prioritaire, c'est ce qui est à nous et un peu plus est à nous, en l'occurrence la Crimée, la province de Kherson, qui n'est pas complètement dominée militairement, Zaporijjia, qui n'est pas complètement dominée militairement, Donetsk, qui n'est pas complètement dominée militairement, et Lugansk, qui est presque complètement dominée militairement. Donc la base de départ pour les Russes, ça, c'est russe. Ça a été intégré par des référendums bidons, etc. Et donc, c'est inaliénable et intouchable. Et il y a eu des propos qui sont sortis indirectement du Kremlin ces derniers jours en disant, voilà, bon, ça, donc il faut absolument le reconnaître. Et puis peut-être qu'on ne revendiquera pas Odessa, qui non seulement n'a pas été conquise, mais est le symbole d'une victoire militaire ukrainienne en mer Noire, parce que la marine de guerre russe a subi une défaite navale depuis les premiers jours, avec notamment, vous l'aviez évoqué tout à l'heure, avec le missile Neptune, qui était ce missile naval qui est allé frapper le Moskva, qui était le bateau amiral de la marine russe, qui a été détruit. Et donc, voilà le type de négociation des Russes. Mais il n'y a pas de négociation avec les Russes. Il n'y a que du rapport de force et de la domination. Donc, la base de départ, c'est ça. Et si les Russes peuvent obtenir une amélioration des relations avec les Américains, et surtout une baisse des sanctions américaines, contre le fait que les Russes disent écoutez, peut-être que sur Zaporijjia, puisqu'on sait aussi maintenant que les Américains aimeraient bien mettre la main sur cette grande centrale électrique avec 9 réacteurs nucléaires à Zaporijjia qui est dominée par les Russes. Donc en fait, le fait de faire du business avec Trump pour le satisfaire à minima, avoir éventuellement un laps de temps pour se réarmer complètement, ça peut intéresser Poutine. Mais en tout cas, si vous voulez, Poutine ne lâchera
jamais rien. Juste pour terminer, pour montrer la différence entre Trump et Poutine, déjà, premier élément, les négociations dont vous avez parlé en Arabie Saoudite, elles sont menées par la médiation américaine, qui ne peut pas être une médiation. Un médiateur, c'est quelqu'un qui est indépendant des partis. Or, clairement, Trump est aligné sur Poutine, donc ça ne peut pas marcher. Et les deux autres éléments, c'est que Poutine est au pouvoir jusqu'en 2036, donc lui, il joue le temps long, 2036 au moins, donc il joue le temps long, alors que Trump est au pouvoir pour 4 ans, peut-être pour 2 ans, il sera président, mais il y a des élections de mid-term dans 2 ans, on verra le résultat. Donc le rapport au temps n'est pas du tout le même, et le rapport à ce qui est saignant, à l'histoire dure, au rapport de force dur historique, au fait de ne pas avoir peur de bombarder des civils, etc., c'est la différence entre les deux personnages. L'un joue aux dames, et l'autre joue aux échecs. Je laisse les téléspectateurs deviner qui joue aux dames et qui joue aux échecs. Apparemment, selon Bloomberg, Pierre Servan, les Américains viseraient le 20 avril pour un cessez-le-feu. Regardez ces mots. La Maison-Blanche vise à conclure un accord de cessez-le-feu d'ici le 20 avril, mais reconnaît que le calendrier pourrait changer étant donné les grands écarts entre les positions des deux parties. Alors, on a regardé avec mes équipes tout à l'heure, dont Anna Bourim qui est dans mon oreillette, que ça faisait 90 jours post-mandat. On sait que les 100 jours de mandat d'un président américain, c'est essentiel. Est-ce qu'il va y arriver à un cessez-le-feu au moins ? De quoi parle-t-on, si vous voulez ? On est en plein délire. On est en plein délire. Vraiment, quand on suit ça au jour le jour et qu'on regarde les différentes étapes, d'abord, on ne peut rien pronostiquer, c'est un peu n'importe quoi. Vous avez eu des négociations entre les Américains et les Ukrainiens. Donc après la séquence effroyable du 28 février, l'humiliation du président Zelensky. Le président Zelensky, très bien conseillé par les Français et les Britanniques, a remonté la pente en allant baiser la babouche de Trump par médias et par communiqués interposés. Négociation entre les deux pays. Les Ukrainiens arrivent avec une proposition en disant « Nous, on est prêts à faire un cessez-le-feu sur mer et dans les cieux ». Les Américains disent « Non, il faut un cessez-le-feu total avec un cessez-le-feu terrien, également sur terre ». Les Ukrainiens disent « Ok, on marche ». Bon, donc, on en était là. Ça, c'était il y a une quinzaine de jours. Le mardi suivant, les Russes et les Américains se retrouvent. Et là, on sort quoi ? Du précédent accord, on sort un micro-cessez-le-feu sur les centres énergétiques. Et même ce qui est sorti des communiqués du Kremlin et de Washington n'était absolument pas la même chose. Parce que les Russes n'ont même pas respecté, en plus. Non, alors, ils ne les ont pas respectés. Et puis, en plus, si vous voulez, les textes n'étaient pas les mêmes. Les Américains disaient, on arrête, on fait un cessez-le-feu sur les centres énergétiques, qui touchent beaucoup les civils, mais également les infrastructures. C'est-à-dire les lignes de chemin de fer, les ponts, les bâtiments administratifs, etc. C'est pas du tout dans le communiqué russe, et les Russes continuent à frapper à tour de bras. Donc, de quoi parle-t-on ? Je n'en sais rien, et il faut, on est encore loin d'un traité de paix, on parle que d'un cessez-le-feu, et pour l'instant, si vous voulez, rien ne se passe sur le terrain, et ça m'étonnerait que le 26 avril, ou le 30, ou le 1er mai, les choses apparaissent tout d'un coup par miracle. Vous le disiez tout à l'heure, Pierre Servan, le problème qui persiste, c'est les Américains qui reprennent le narratif russe. Regardez ces mots encore de Steve Witkoff, qui est l'envoyé spécial pour ces négociations. Il dit « Je pense que la question la plus importante dans ce conflit est celle des 4 régions, le Donbass, la Crimée et les 2 autres, donc qu'il ne nomme pas, vous y faisiez référence à l'instant. Elles sont russophones et ont fait l'objet de référendums au cours desquels l'écrasante majorité de la population a indiqué qu'elle souhaitait être soumise à la domination russe. Je pense que c'est la question clé du conflit. On a un manque de nuances assez criant ce soir, puisque on parle de régions russophones, c'est ne rien comprendre à la dislocation de l'Empire soviétique, de l'URSS même, et de ce que représentent les minorités russophones sur ces nouveaux pays qui ont émergé à la suite de la chute de l'URSS. Exactement, et vraiment ce que dit Steve Witkoff, c'est exactement la pensée de Trump. Et Trump, en tant que commandant en chef, si je puis dire, et les autres conseillers, fonctionnent de la même façon. Business. Il y a des parts de marché. Les parts de marché, ça s'achète, ça se gagne, ça se perd, on peut les reprendre. Et il traite, je dirais, des territoires
avec une histoire, celle que vous avez rappelée rapidement, des problèmes linguistiques, des traditions, des volontés des populations, comme si ils avaient à constater que finalement, comment dirais-je, un agent immobilier un peu musclé s'était emparé de certains quartiers et que finalement, c'était comme ça. Et les habitants à l'intérieur, ils avaient qu'à se soumettre à la loi de ce promoteur immobilier qui avait fait usage de la force pour les contraindre. C'est exactement la même chose. Et donc, c'est-à-dire que toutes les conséquences de ce type de discours par rapport au droit international, par rapport à l'envie de guerre. J'ai souvent dit depuis plusieurs années qu'il y a dans l'air, si vous voulez, une envie d'en découdre. Et pas seulement au niveau des États, très souvent aussi au niveau de nos sociétés. On voit le niveau de violence, d'antagonisme dans les phrases, dans le vocabulaire qui est utilisé, l'absence de nuances, le fait de considérer quelqu'un qui a un point de vue différent comme un ennemi, même dans nos démocraties. Donc il y a une envie d'en découdre qui a monté. Le fait que là, un grand pays, membre permanent du Conseil de sécurité, anciennement garant du droit, de l'indépendance et de la souveraineté, disent finalement, Poutine, il a fait le job, il a perdu beaucoup d'hommes, il a fait une conquête du territoire, et voilà, il y a eu des référendums. Toute la communauté internationale a dit que ces référendums étaient bidons, comme celui de la Crimée. Mais si vous voulez, le droit et l'équipe de Trump, ils s'en foutent, puisque déjà dans leur pays, ils s'attaquent au droit. Donc pourquoi seraient-ils plus vertueux en matière de droit international qu'ils ne le sont chez eux? C'est absolument gravissime. Tout ça, si vous voulez, comment dirais-je, on verra comment ça va évoluer, mais c'est fondamentalement inacceptable. Si c'était accepté par la communauté internationale, c'est la porte ouverte, si vous voulez, sur des tas de conflits dans le monde en disant c'est open bar, on attaque le voisin. Et puis au bout d'un moment, il y aura quelqu'un pour dire finalement, voilà, c'est comme ça sur le terrain et on le respecte. Vraiment, l'Europe notamment et tous les alliés européens, le Canada, d'autres pays, la Norvège ne fait pas partie de l'Union européenne, la Suisse, des pays asiatiques ou d'autres qui sont attachés au principe du droit, tous ces pays-là doivent faire front face à justement ces volontés impériales qui considèrent que la loi de la jungle est la meilleure. Et donc on revient, même avant la guerre de 14-18, la guerre de 14-18 c'est le fruit de cela, grande différence entre Bismarck qui considérait que la force primait le droit, et De Gaulle qui disait il faut pour défendre le droit avoir la force. Les Américains ont coupé plusieurs programmes d'aide, notamment celui qui permettait aux Ukrainiens de retrouver les enfants qui ont été déplacés, déportés en Russie, peut-on dire même pour certains. Et puis, Vladimir Poutine signe un décret, il y a 3 jours, un décret qui stipule que les citoyens ukrainiens séjournant illégalement en Russie doivent obtenir des documents de sortie russe avant le 10 septembre. Et très clairement, il met en place un processus de russification de ces territoires. On parle de droit international ensemble depuis tout à l'heure, Pierre Servan. Très clairement, comment contrer ces méthodes aussi insidieuses, puisqu'elles peuvent se passer de manière sans les armes, très clairement? Alors, effectivement, vous avez raison de pointer du doigt cette affaire. C'est très dur de lutter contre cela, c'est-à-dire cette russification. Il faut bien savoir que, historiquement, les Russes ont toujours procédé ainsi. Les grandes conquêtes de Pierre le Grand, de la Grande Catherine, notamment la Crimée, la mer d'Azov, etc., ils ont toujours viré les populations locales, les Tatars de Crimée qui étaient des musulmans. Il reste encore quelques Tatars de Crimée en Crimée, mais vous aviez aussi des armées... Très pro-russes, j'en ai rencontré certains, ils sont extrêmement pro-russes. Il y a même une chaîne de télévision, Tatars, pro-russes, pro-Kremlin. C'est certain que ceux qui restent, si vous voulez, c'est pas ceux qui détestent le plus la Russie et son système. Mais donc, au XVIIe, XVIIIe siècle, les Arméniens, les Juifs, les Tatars, qui se trouvaient dans ces zones-là, ont été virés, notamment du côté de Rostov-sur-le-Don, et ce sont des Russes qui sont venus russifier l'endroit. Et depuis l'invasion de la Crimée, la Russie russifie avec les passeports russes. Et ce que vous venez d'évoquer, c'est le fait de dire aux Ukrainiens qui sont en terre occupée, en terre d'occupation, illégalement annexée, maintenant, soit vous sortez du territoire, soit vous prenez la nationalité russe, et ça permettra, je parle à la place de Poutine, à mon ami Steve Witkoff, grand conseiller de Donald Trump, de pouvoir dire mais ce sont des terres russes, il n'y a pas de souci. Donc vous voyez, c'est des pratiques, mais ancestrales. La Russie n'a pas de frontières, et quand elle a fait la conquête d'un territoire, elle russifie, donc elle vire ceux qui ne veulent pas rester, ceux qui restent
qui soient, comment dirais-je, volontaires ou involontaires, parce qu'ils ne peuvent pas bouger, ils doivent se russifier et avoir un passeport russe. C'est pour ça que les menaces sur les pays baltes sont des vraies menaces, parce que vous avez des russophones en nombre assez important dans les pays baltes, qui sont souvent des descendants d'anciens officiers de l'armée rouge, officiers militaires de l'armée rouge et agents du KGB, qui étaient en poste dans les pays baltes à l'époque soviétique, et puis qui, après leur retraite, ils sont restés. Ils ont fait souche, parce que les pays baltes, c'est super. Les 3 pays baltes sont des pays super. Et donc, vous avez là-bas des anciens soviétiques, mais un peu purs et durs, si vous voulez, ils sont assez âgés, ceux qui sont historiques, mais leurs enfants sont là aussi, et ça peut représenter des points de vulnérabilité, surtout des points d'entrée pour Poutine. Justement, la question qui se pose, c'est l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Comment la maintenir quand on voit ces méthodes aussi insidieuses qui peuvent se perpétrer même sans les armes? On a vu justement cette carte émerger des troupes de maintien de la paix qui pourraient se positionner. Certains disent qu'elles doivent se positionner le long de la ligne de front. Est-ce que clairement, on va arriver à ce scénario-là? Non. 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 Encore une fois, Poutine, qu'est-ce qu'il veut? Il veut bien temporiser, il veut bien jouer avec Donald Trump, si ça lui donne du temps. Il ne veut rien qui le bloque pour l'étape d'après. L'étape d'après, donc là, si vous voulez, il veut cranter ses gains, donc les 5 oblasts, avec donc les 4 plus la Crimée, il veut les cranter totalement, alors qu'il ne les occupe pas. Il veut obtenir ça des Américains, ce qui est totalement inacceptable. Et puis, il veut être en position de reprendre l'ascendant pour le coup d'après. Donc, il ne veut pas de force internationale, encore moins européenne, qui puisse bloquer ce système-là. Alors, ceci dit, nous en sommes encore très très loin, puisqu'il n'y a pas de cessez-le-feu établi, et que du côté des Français et des Britanniques, qui sont leaders sur la mobilisation des pays qui ne veulent pas laisser l'Ukraine aux mains du pays prédateur russe, ce qui est évoqué, c'est un traité de paix. Donc on est encore très 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 loin. Un cessez-le-feu éventuellement pourrait être garanti par des forces de l'ONU, mais l'ONU en a pas beaucoup, qui viendraient se positionner là. Mais si ces forces de l'ONU ne sont pas appuyées à l'intérieur du pays par des forces européennes en casque vert, ces casques bleus, ils vont se faire, pardonnez-moi l'expression, défoncer le jour où Poutine voudra réattaquer. Donc encore une fois, bien comprendre que Poutine n'acceptera rien qui l'empêche de réaliser un projet qu'il n'a jamais abandonné. C'est pas une interprétation de Pierre Servant, c'est les discours du Kremlin, c'est les discours de Medvedev, de Patrouchev, etc. Patrouchev dit 2025, c'est l'année où nous rayerons de la carte l'Ukraine. Alors justement, les Européens y travaillent, puisqu'on parle désormais de 2 missions distinctes. Regardez ces propos dans La Repubblica, le journal italien. Les alliés de l'Ukraine discutent d'un nouveau plan qui prévoit l'envoi de 2 missions de maintien de la paix dans le pays. Un tel plan prévoit que si Kiev et Moscou parviennent à un accord de cessez-le-feu, puisque c'est nécessaire, même le président français l'a dit très clairement, des casques bleus de l'ONU et de la coalition des volontaires, donc ces pays allants européens qui voudraient bien être sur le territoire ukrainien, pourront être envoyés en Ukraine. Vous l'avez dit, les casques bleus, ce serait très compliqué puisqu'ils n'ont pas la possibilité de riposter s'il y a le moindre tir russe ou s'il y a la moindre conséquence sur le territoire ukrainien. Comment faire très clairement pour que ça ne reprenne pas, c'est-à-dire qu'on ne revienne pas à des accords de cessez-le-feu que la Russie pourrait déstabiliser dans quelques semaines? C'est vraiment toute la question. L'idéal, dans l'hypothèse d'un vrai cessez-le-feu, mais encore une fois, depuis des mois, je dis qu'il n'y aura pas de négociation, que ça ne débouchera pas, sauf une capitulation qui sera imposée, mais les Ukrainiens et les Européens ne l'accepteront pas. Mais imaginons que, par miracle, je me trompe et qu'il y a un vrai cessez-le-feu qui est établi. Moi, j'ai connu, par exemple, en Bosnie-Herzégovine, j'étais au cabinet du ministre à l'époque, j'ai connu comme officier en Côte d'Ivoire des dispositifs où, sur l'ancienne ligne de confrontation, vous aviez des casques bleus pour assurer le maintien de la paix. Et c'était notamment une idée très forte du président Chirac, pour que ces casques bleus ne soient pas, entre guillemets, des chèvres au piquet, c'est-à-dire des soldats qui sont faits prisonniers, accrochés à des... Ça avait beaucoup choqué Jacques Chirac en 1995, puisque les casques bleus, y compris français, les miliciens serbes les avaient attachés à des ponts, à des poteaux, pour éviter d'être frappés par des frappes aériennes de l'OTAN. Ça avait beaucoup choqué Chirac. Qu'est-ce que Chirac avait fait en Bosnie
puis après plus tard en Côte d'Ivoire, eh bien, il avait envoyé, avec les Britanniques et les Néerlandais pour la Bosnie-Herzégovine, des casques verts puissamment armés, avec des canons de 155. Les Britanniques avaient envoyé également des pièces d'artillerie lourdes. Et donc, chaque fois que les casques bleus étaient pris à partie par différents miliciens, notamment serbes, eh bien, ces miliciens serbes étaient réduits en bouillie. Moi, j'étais au cabinet du ministre, je recevais ce qu'on appelle des guerre événements, c'est-à-dire des documents qui, je dirais, minute par minute, rapportent les événements guerriers sur un théâtre d'opération. Eh bien, chaque fois que, notamment les Serbes, ou d'autres, parce qu'il n'y avait pas que les Serbes qui tapaient sur les casques bleus, attaquaient les casques bleus, les Serbes avaient une spécialité, c'est qu'ils tiraient, ils mettaient leur batterie de mortier juste à côté des écoles, de façon à ne pas pouvoir être frappés en retour. Bon. Donc on connaissait leur mode de fonctionnement et on arrivait quand même à les détruire. Bon. C'est ça qui a conduit à la paix des accords de Paris qui a mis fin à la Bosnie-Herzégovine. Ce sont des casques verts, et donc là ça serait français-britannique et une coalition autour, en appui de casques bleus qui se trouveraient dispatchés sur toute la ligne de front. Avec un système comme ça, pour Poutine, c'est extrêmement difficile de repartir à l'attaque. C'est pour ça que, Margot, je suis prêt à parier une boisson non alcoolisée avec vous, que je crains que ça n'arrive jamais, parce que, encore une fois, ça contrarierait complètement les projets de Poutine. En parlant des Britanniques, Pierre Servan, Keir Starmer, le Premier ministre britannique, a donné une interview au New York Times aujourd'hui, et il dit ceci: beaucoup de gens nous pressent de choisir entre les États-Unis et l'Europe. Churchill ne l'a pas fait, Attlee ne l'a pas fait. Ce serait une grave erreur, à mon avis, de choisir maintenant. Pourtant, on se rappelle tout de même de l'anecdote du général de Gaulle. Dans C'était de Gaulle, par perfide, Churchill qui lui avait dit très clairement: entre toi et Roosevelt, je choisirai toujours Roosevelt. Est-ce qu'on peut vraiment faire confiance aux Britanniques, Pierre Servan ? Alors, écoutez, oui, dans le sens où je dirais que c'est un peuple guerrier. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les Britanniques. Ils se sont battus seuls contre l'Allemagne nazie, qui avait fait la conquête de 13 ou 14 pays en Europe, y compris la France. Et ils se sont retrouvés seuls, parce que pour le coup, les Américains, à l'époque, leur envoyaient du matériel militaire qui leur faisait payer, avec des contrats de pré-bail, et ils se sont battus seuls, et ils n'ont pas cédé, alors qu'il y avait tout un courant contre Churchill, de Lord Halifax, notamment le ministre des Affaires étrangères, qui disait: il faut négocier via l'Italie fasciste avec Monsieur Hitler. Donc c'est un peuple guerrier, et depuis le début des opérations militaires en Crimée par la suite, c'est un pays qui est resté très solide. Donc ça, il faut le prendre en compte, et c'est un peuple pragmatique. Bon, donc les déclarations, je comprends que Keir Starmer puisse pas, pardonnez-moi l'expression, faire un bras d'honneur à Donald Trump, mais je pense qu'ils ont compris que la special relationship, enfin la relation spéciale avec les États-Unis a quand même pris un sacré coup de 12, et que le pragmatisme commande d'être proche des Européens. Mais qu'ils ne veuillent pas afficher une rupture avec les Américains, on peut le comprendre. Ils participent en plus d'une corporation du renseignement à 5 pays anglo-saxons. C'est un peu difficile de se séparer, et je crois que les faits vont pousser les anglo-saxons à trancher d'une façon pragmatique, même s'ils n'affichent pas une rupture avec l'autre côté de l'Atlantique. Pourtant, il continue de donner raison à Trump sur l'OTAN. Je pense que le président Trump a raison lorsqu'il dit qu'une plus grande charge doit être supportée par les pays européens pour l'autodéfense collective de l'Europe. Dans les milieux diplomatiques, on se pose souvent la question: est-ce qu'il y a encore une forme d'illusion de certains pays européens, comme quoi le grand frère américain sera toujours là, de toutes les manières, qu'il ne lâchera pas complètement le commandement militaire de l'OTAN. Certains disent même: nous sommes passés d'une alliance atlantiste à une alliance attentiste. C'est une très bonne formule. Alors, il y a un peu de deux choses. Moi, je suis très critique sur l'administration Trump et très préoccupé pour les États-Unis, que je considère comme étant un pays ami et défenseur des libertés. J'ai peur pour les libertés aux États-Unis quand je vois ce qui se passe par rapport à la justice, par rapport aux médias, par rapport aux aides internationales. Je suis très préoccupé. Mais pour autant, Donald Trump, comme ses prédécesseurs, quand il disait aux Européens: nous n'allons pas passer notre vie à venir vous secourir si vous avez des difficultés militaires, il faut que vous preniez votre destin militaire en main et augmenter vos dépenses de défense, il avait raison.
Il avait raison, donc moi je ne dis pas autre chose. Mais c'est vrai que par rapport à beaucoup de pays européens qui étaient habitués finalement à cette forme de servilité, hein, c'est bien confortable, il n'y avait pas à se confronter. Ils regardaient les Français en disant « Oui, mais vous les Français, vous allez faire des campagnes en Afrique, etc. » Voilà, mais allez-y, vous n'avez qu'à vous en occuper parce que vous aimez bien ça. Nous, on s'en fiche. On veut la guerre, tout ça, c'est terminé. On a l'oncle Sam qui est là pour nous protéger. Je crois que vraiment, je crois quand même qu'il y a une prise de conscience de fond en disant il y a vraiment un truc bizarre qui se passe aux États-Unis. Il va y avoir 4 ans de ce personnage et peut-être 8 ans de J.D. Vance derrière. C'est une bascule complète. Donc je crois que même ceux qui étaient extrêmement piqués, enfin dans le sens influencés et imbibés de l'influence américaine, je crois qu'il y a quand même une prise de conscience. Mais Margot, on le sait bien dans la vie, se défaire de dépendance, devenir un adulte, quitter l'adolescence éternelle. Et je veux dire, ça peut durer jusqu'à 80 ans, le fait d'être un adolescent et de ne pas pouvoir prendre ses responsabilités. C'est ça l'enjeu d'aujourd'hui. Mais ce qui est certain, c'est que si les pays européens ne sortent pas de l'adolescence et ne deviennent pas des adultes matures, capables de parler avec force et avec responsabilité, nous serons laminés. Et ça, ce message-là, cette compréhension, je crois que les opinions publiques européennes le comprennent, et je crois qu'une série de chefs d'État et de gouvernement l'ont compris. Et quand on voit les changements, notamment en Allemagne, on se dit qu'il y a quand même des choses qui bougent dans le bon sens. Donc, autant attentiste, l'important c'est que les Européens ne le soient pas. Et moi, j'ai plutôt confiance dans le sursaut et dans le génie européen. Le génie européen, qui est le génie qui est fondé sur la liberté, le fait de pouvoir créer, inventer, travailler ensemble avec des sensibilités différentes. Et ça sera toujours plus fort que les régimes dictatoriaux. Nous avons commencé avec la Turquie. Moi, je termine avec l'Europe et le génie français. Surtout qu'il faudra faire sans, puisque Steve Witkoff le dit encore ce soir, eh bien, très clairement, Poutine ne menace pas l'Europe. Il l'a dit dans son interview à Fox News ce soir. Est-ce que réellement l'administration Trump pense qu'il y a un risque zéro ? Mais je pense que Trump croit ce que Poutine lui a dit. Poutine, avec lequel il a parlé à plusieurs reprises, hein, ça a été révélé par Bob Woodward pendant toutes ces années de guerre, Poutine a vraiment marabouté Trump. Mais c'est pas très compliqué de marabouter Trump. Il faut lui dire, tu es un génie, si on ne t'avait pas volé ton élection, jamais tout ça serait passé, ni le 7 octobre en Israël, ni la guerre en Ukraine. Moi, je veux simplement me défendre, l'OTAN s'est élargie. Donc, si vous voulez, dès lors qu'on joue sur l'affect de Trump, sa psychologie, je viens de revoir le film The Apprentice, c'est stupéfiant, il y a toutes les clés de la psychologie trumpienne là-dessus, et je terminerai en disant, le drame aujourd'hui, c'est que à la tête des États-Unis, enfin, les États-Unis, c'est le pays dont le prince est un enfant. Voilà, mais ça c'est très grave dans la période actuelle.